Et c'est le grand soir qui se poursuit la tribune politique, la dernière manche de cette émission. Merci de nous rester toujours fidèles, fidèles à ce programme. Et lui, il est fidèle. François-Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, rebonsoir, rebonsoir chers amis téléspectateurs. Vous êtes fidèle? Fidèle au poste. Voilà. Latif Oubouli, bonsoir. Latif Oubouli, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Voilà. Lui, il était fidèle, mais bon, aujourd'hui, Renaud avec la fidélité. Ulrich Alava, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tout le monde. Heureux de revenir sur les plateaux de iTélé. Très bien, de iTélé, le grand soir. Pour être plus francophone en fait. Oui, je comprends. Voilà, diplômé de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, entrepreneur. Oui. Voilà, nous avons deux sujets à explorer ce soir, à aborder ce soir. Il s'agit d'abord de cette ambition du Parlement béninois d'aller au-delà de l'action gouvernementale et donc de contrôler les entreprises publiques et semi-publiques. Et également, nous parlerons de la problématique de gestion de l'éclairage public. Mais avant ceci, vous connaissez la question du jour. La question du jour, peut-être Ulrich, dans quelle commune se trouve le parc national de la Pangari? Quelle est sa date de création? Nous reviendrons sur les réactions postées donc sur notre page Facebook. Ezekiel Maverick qui dit les communes de Tangueta, Materi et Kérou, 1961 pour la date de création. Il y a Saturnin Bidosiesi qui dit Pangari dans la commune de Tangueta et W dans la commune de Kandi, création 1954. Albéric Alapini, le parc de la Pangari est dans la commune de Materi, a été créé le 13 décembre 1954. Severino Aguia dans Ongbe, le parc national de la Pangari se trouve dans les communes de Tangueta, Materi et Kérou. Il a été créé en 1986. Émeric Everson, il dit tout simplement Cotonou. Pangari se trouve à Cotonou. Dessous, Crépin, Egan, Lognon, Materi, Amiral Sotomayor, dans les communes de Tangueta, Materi et Kérou, date de création le 13 décembre 1954. Voilà, on a donné... Généralement, les gens sont renseignés. Oui, généralement. Voilà. La réponse est bien 1961 pour la date de création. Et l'autre chose, la première question, les communes, Materi, Kérou et puis Tangueta, qui est d'ailleurs la commune la plus proche. Nous revenons maintenant à nos moutons entre-temps délaissés. François-Xavier Noumon, cette ambition, c'est une ambition désormais exprimée, d'abord exprimée par le président de l'Assemblée nationale. On se rappelle de son discours d'investiture, on se rappelle encore de son discours à l'issue donc de la session ordinaire de la rentrée parlementaire récemment. Et le Parlement qui voudrait aller au-delà de l'action gouvernementale, donc fait désormais le contrôle au niveau des entreprises publiques et semi-publiques. Pertinence. Oui, disons que ce n'est que l'application de l'article 29 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, très précisément la charge qui revient à la commission des finances et des échanges. Très concrètement, il s'agit du contrôle financier des entreprises publiques. Et je pense que c'est une implication directe du fait que l'étude du budget de chaque année échoue à la représentation nationale qui donne son quitus ou pas. Et ce faisant, si vous feuilletez un peu le budget de l'Assemblée nationale, le budget de l'État, le projet de loi de finances, déjà on part sur des hypothèses bien précises. On table également sur voilà, les recettes, les subventions, tout ce qui concerne les entreprises publiques sont prises en compte également dans ce budget national. Donc si on veut vraiment faire un travail succinct et global et efficace, on doit prendre en compte, déjà donner son avis sur les hypothèses sur lesquelles le gouvernement s'avance pour établir son budget et aller au tréfonds de ces différents calculs qui ont des conséquences immédiates sur la vie de la communauté. Donc il est tout à fait naturel, c'est le prolongement immédiat de la charge de l'Assemblée nationale, même si dans l'architecture qui était envisagée auparavant par le chef de l'État dans son premier projet
dans sa première tentative de révision de la Constitution, c'est d'opérationnaliser la Cour des comptes, à qui normalement ce rôle devrait échoir. Mais encore une fois, ce n'est que l'application stricte du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui devrait se traduire par des missions d'outils, de contrôle. Très bien. Et voilà. Le règlement intérieur, la loi organique également. Il faut. Est-ce que quand je suis, par exemple, directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, je dois m'en faire aujourd'hui? Je prends un exemple, hein, je ne parle pas forcément, puisqu'il s'agit des entreprises publiques et semi-publiques également. Ulrich Alavon. Oui, moi je pense qu'il faut saluer cette initiative de la représentation nationale parce que, vous savez, le pouvoir appartient au peuple. Et lorsque nous avons des députés qui décident d'aller voir comment est-ce que les ressources qui appartiennent au peuple sont dirigées, c'est intéressant, c'est pertinent et il faut forcément les accompagner pour que ça soit fait et bien fait. Vous voyez, une société d'État, c'est une société qui utilise l'argent du contribuable. Même quand c'est une société semi-étatique, c'est que l'État béninois a une part, est actionnaire à un certain pourcentage. Donc, il faut dire quand même que cette société-là utilise ou fait gagner de l'argent au Bénin. Donc, il faut aller voir et puis être sûr que l'argent du contribuable est bien géré et que tout est quand même bien clean. Je trouve ça également pertinent parce que, vous savez, à chaque fois qu'un nouveau président arrive, il a toujours tendance à aller auditer les sociétés d'État pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et très souvent, malheureusement, nous n'avons pas souvent les résultats. Bon, on n'a souvent pas les résultats, mais on sent quand même qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On s'est basé sur quelque chose. Oui. Bon, disons que quand on analyse rapidement, on remarque quand même que beaucoup de sociétés d'État sont à l'agonie. Et c'est dommage pour le pays. Donc une société qui est censée normalement générer de l'argent au peuple béninois, qui après devient budgétivore, qui agonise, et c'est plutôt l'État qui est obligé d'y ingérer de l'argent. Donc là, désormais, si les députés décident d'aller fouiller, c'est vraiment intéressant. Il y a un dernier volet que je trouve aussi pertinent, c'est le fait que souvent, les questions qu'on envoie au gouvernement. Les questions orales et écrites. Exactement, on avait vu ça par le passé. Donc, disons que souvent c'est adressé à un ministre, très souvent. Et même si le dossier touche un DG qui est sous le ministre, c'est souvent le ministre qui vient et qui vient rendre compte. Donc, on a tendance à remarquer que souvent les DG se cachent après, derrière le ministre, tout ça. Donc, désormais, on va les faire venir directement. Oui, on va les faire venir, ils viennent défendre des dossiers. Et le peuple est là pour juger, pour voir vraiment comment ils utilisent l'argent de l'État, ainsi de suite. Donc, très bien. Latif Ouboni, ce ne serait plus facile d'être directeur de société maintenant. Bon, ce qui n'est pas aussi facile, c'est... de structure étatique. Oui, ce qui n'est pas aussi facile, c'est d'être en face d'un spécialiste des questions économiques, et puis d'un entrepreneur, et puis de parler... Voilà. Mais non, je pense que au Bénin, on n'a pas attendu le réveil des députés du Parlement pour que diriger une société soit compliqué. Franchement, depuis 2016, je pense qu'on doit avoir nommé des gens et ils ont déjà décliné l'offre, c'est sûr. Bon, ces choses-là ne se publient pas parce que aujourd'hui, plus que par le passé, en tout cas, il y a comme effectivement cet œil-là des dirigeants sur là où l'État met de l'argent, de façon générale. C'est vrai, Ulrich l'a souligné, toutes les entreprises étatiques pratiquement, à quelques exceptions près, sont vraiment, on va dire, en assistance, sous assistance, on va dire... Sous perfusion. Sous perfusion vraiment financière. Et ça, depuis l'arrivée du régime en place, il y a eu un certain réveil.
une certaine prise de conscience et donc une pression naturellement sur les dirigeants des entreprises. Parce que l'État quand même appure des dettes. Tout à fait. Un certain nombre, il y a de créances. Tout à fait. Les régimes successifs, on a vu effectivement l'État venir en aide, mais après l'aide, effectivement, des années après, vous voyez encore que les situations s'empirent. Depuis quelque temps, on fait l'état des lieux, on choisit un nouveau mécanisme de gestion, mais surtout, il y a cette veille-là qui est extrêmement permanente. Il n'y a pratiquement pas de mois ou de trimestre où vous n'avez pas, on va dire, vent de ce que quelque chose a été soulevé comme lièvre, gros lièvre, quelque part. Et donc, je pense que c'était déjà compliqué depuis 2016. Mais là, ça le sera davantage parce qu'effectivement, il y a que ça a échappé à tout le monde. On demandait seulement aux députés déjà de faire le contrôle de l'action gouvernementale. Ouais. Là encore, c'était il faut interpeller les ministres. Voilà, interpeller les ministres. À part les quelques questions orales auxquelles on assistait, une question posée, une lecture assurée, question posée, lecture assurée, on ne voyait pas grand-chose. Alors qu'il y a d'autres formes, notamment, ne serait-ce que pour ce qui concerne le gouvernement, il y a d'autres formes en réalité d'initiatives que les honorables peuvent prendre. Et ces initiatives-là, vous l'avez rappelé, à l'entrée parlementaire, la dernière fois, et même au cours de la présentation du rapport, le président de l'Assemblée nationale a insisté là-dessus. Tous les voyants sont intéressants. Sauf ce voyant-là qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, il indique qu'il faut l'allumer, quoi. Qu'il faut le faire voir ce voyant-là, mais il faut aller loin. Ce que le grand public et même nous ne savions pas, c'est que les députés pouvaient aller effectivement fouiller dans ce qu'est la gestion de nos entreprises. Je pense que c'est vrai qu'on a un parlement surchargé, pas mal de lois sont déjà sur la table. Suivez mon regard. Et puis, surtout avec voilà, ces dernières heures. Ce que le dialogue politique a amené comme travail, ils ont vraiment à faire. Mais les députés sont quand même, on va dire, décidés à faire mieux que les autres parlements, les autres législatures. Je ne sais pas si vous avez la chance quand même d'écouter celui qui est le président de la commission des finances et des échanges, Gérard Pénochi, qui estime, ou du moins qui recite presque ses propos de Louis Vlavonou, puisque sa commission est concernée directement aussi. Quelle sera concrètement, François-Xavier, la portée de cette ambition du Parlement béninois? Oui, on est tout à fait d'accord que bon, c'est une ambition noble, mais bon, je pense qu'il faut quand même se retenir un peu. L'Assemblée nationale ne va pas commencer par faire des audits, des missions d'audit à tout va, parce que de toute façon, même avant 2016, c'est une obligation. Des enquêtes. Donc, c'est une mission, mais on met l'État, on met l'Assemblée nationale de côté. Avant 2016, depuis toujours, les entreprises d'État, comme les entreprises privées, sont astreintes à des missions d'audit et de contrôle. Ce qu'on pouvait déplorer jusque-là, c'est simplement la complaisance qu'il y avait dans ces missions-là. Après ces missions. Sinon, les services de l'État, quoi qu'on en dise, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes pour ça, c'est régulier. Surtout au-delà d'un certain chiffre d'affaires, c'est automatique. Pour les entreprises d'État, c'est automatique. Les missions d'audit, les audits sont disponibles, ainsi de suite. Mais après, il y a toujours une collusion entre le cabinet d'audit, le commissaire aux comptes, et ainsi de suite. C'est parce que ce qui a changé, primo, c'est parce que ce gouvernement sait exactement de quoi il parle. On sait pratiquement exactement où sont les lièvres à lever. Donc, il y a eu des entreprises d'État qui ont subi mission de contrôle, simplement parce qu'il y avait des résultats contradictoires et les services compétents de l'État les renvoyaient aller chercher de ce côté-là où on faisait des contre-audits avec d'autres cabinets, ainsi de suite. Mis à part les missions d'inspection de l'État, l'inspection des finances, qui aussi là jouait par complaisance aussi. Parfois, il y a beaucoup de gros dossiers de ce côté-là. Donc, c'est une nouvelle méthode qu'on apprécie tous. Et je pense que même les contradicteurs ataviques de cette administration seront d'accord là-dessus. Il y a une certaine rigueur dans la gestion de ces cas-là des entreprises publiques. On met tout sur la table. Il y a des entreprises qui ont fait
fait la une des journaux simplement parce que les commissaires aux comptes ont déposé des rapports qui ne concordaient pas avec ne serait-ce que 2 ans, 3 ans en arrière de ce qu'on disait de la société dans ses missions. Donc tout ça a l'habitude d'être fait. Maintenant, je pense comme ailleurs, hein, comme en France, comme aux États-Unis déjà, les députés auront le droit d'interpeller, soit ils se saisissent des audits, des rapports que le gouvernement aura diligentés, l'inspection des finances, en tout cas les services compétents du ministère des Finances, se saisissent de ces rapports, de ces missions d'audit et juger sur pièce. Maintenant, s'ils ne sont pas satisfaits, comme ça se passe ailleurs, l'Assemblée nationale pourra diligenter elle-même une mission, pas une enquête, une mission d'audit, parce qu'on parle de finances, une mission d'audit pour aller voir, pour comprendre exactement. Maintenant, je mets un bémol aussi sur l'interpellation. Non, je ne pense pas que les directeurs défileront à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pourquoi? Parce ailleurs, comment ça se fait? Ça pourrait, attendez, ça pourrait être quand même une discrimination. Les ministres viennent. Non, ce sont les ministres, c'est une affaire de responsabilité. C'est une affaire de responsabilité. Ce ne sont pas parce que, pourquoi? Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui nomme ou dégomme les directeurs. Les directeurs font des comptes rendus. Mais ce qui se fait, c'est quoi? Ce qui se fait, c'est que, déjà, ça se passe généralement en commission. Ça peut être ouvert au grand public ou pas. Ça se passe en commission des finances. On a vu dans les grands pays, les responsables de grosses entreprises interpellés. On pose des questions. Mais aujourd'hui, peut-être avant, c'était plus difficile d'envoyer, quand un ministre est interpellé, d'envoyer son directeur général ou le directeur général de la société. Oui. C'est plus facile maintenant de le faire, tout de même. Bon, moi, je pense que s'il faut interpeller un directeur général, il faut le faire. Bon. Et j'estime aussi que, puisque nous sommes au Bénin, qu'avec le temps, les choses s'ébruitent, vous allez voir que par rapport à certains dossiers, que l'information sortira et que les députés vont s'auto-saisir plutôt des dossiers qui viendront vers eux. Déjà en débat, qui pose un problème. C'est là où moi je trouve que c'est faisable. C'est faisable parce qu'ils ne vont pas se lever du jour au lendemain et aller porter à une société ou non. Ça va être plutôt que l'actualité ou des faux pas d'un directeur général d'une société d'État. Ou les journaux ont parlé de tel. Donc ils peuvent se dire, apparemment il y a quelque chose qui se passe dans telle société. Allons fouiller et puis... Donc, du moins, interpellons d'abord. Oui. Donc, ils peuvent s'auto-saisir comme ça. À la recherche du feu, quoi. Voilà. Puisqu'il y a déjà une petite fumée, il faut aller voir s'il y a des étincelles ou se retrouver à l'hémicycle, pour une première fois, devant 83 députés. Non, je pense que les modalités, ou plutôt les méthodes à utiliser par le Parlement, ça c'est décrit, on n'a même pas fait le débat sur comment est-ce que ça va se faire. Mais je pense, François Xavier l'a dit, ici, prioritairement, il s'agit des enquêtes. Donc, prioritairement, parce que, écoutez, les députés, à part peut-être quelques membres des commissions spécifiquement, les gens ne sont pas forcément spécialistes, outillés pour apprécier. Voilà, pour apprécier. Donc, une interview, même si vous êtes 83 face à un spécialiste, vous êtes mal barré, entre guillemets, si je peux me permettre ça. Mais par contre, il s'agit des enquêtes, donc, où on peut, c'est possible, déjà utiliser les rapports existants, même commettre, pourquoi pas, utiliser d'autres expertises. Mais je pense que tout à fait. Tout ça, le Parlement pourrait quand même solliciter. Non, le problème, non, justement. Parce que pour opiner, il faut avoir un rapport. Le problème, c'est quoi? Pourquoi on fait des commissions à l'Assemblée nationale? C'est parce qu'on se dit que les députés, tous les 83 députés ont chacun leur spécialité. Et d'ailleurs, vous voyez, vous êtes dans le métier il y a longtemps, les auditions des ministres, quand on parle de finances, de technique, combien de députés suivent? Combien de députés arrivent à comprendre exactement ce qu'un ministre dit? Quand je parle de dossiers techniques, sans qu'on l'explique. Quand on commence par parler de chiffres, de budget, de taux d'amortissement, ainsi de suite, tout le monde est perdu. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a une commission. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a une commission
qui se charge et qui déblaye déjà le terrain avant qu'on ne vienne. En déposant son rapport. En déposant son rapport qui permet aux autres députés d'avoir quand même des fils conducteurs. Sinon, on passe. Et moi, ce pourquoi je ne suis pas... je préfère qu'on tempère un peu. Non, c'est comme ça risque de devenir de la politique spectacle. C'est-à-dire que on a peut-être envie de jeter en pâture de contenter telle partie de la population sur une fuite rapidement. On amène un DG et puis bon, on dit l'Assemblée nationale suit. Je pense que il faut quand même un peu de mesure. D'autant plus que rappelez-vous toujours de la proposition du chef de l'État, la Cour des comptes. Ça veut dire déjà que avec tout ce que l'Assemblée nationale a fait, si on pense déjà consacrer toute une institution à ce genre de contrôle, c'est que le travail est extrêmement sérieux. Et regardez un peu, envisagez ce cas de figure. L'Assemblée nationale convoque un directeur d'entreprise. Donc le ministre est déjà écarté. Donc si l'Assemblée nationale en arrive à faire ça, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le ministre. Ça veut dire que le ministre n'aura pas donné tout ce qu'il y a, n'aura pas contenté la représentation nationale. Donc là, on rentre dans un conflit d'autorité qui peut aller très loin. Parce que si l'Assemblée nationale, un directeur, pas devant son ministre, contente la représentation nationale, apporte des réponses que le ministre n'est pas capable d'apporter, vous voyez un peu ce que ça peut le directeur général, il est concerné directement. Je veux parler, par exemple, excusez si je me réfère à ces secteurs-là, quand je veux parler de l'eau, quand je veux parler de l'énergie, parce que vous vous rappelez, cette phrase du chef de l'État, excusez, et ça retentit toujours en moi. L'eau et l'électricité sont des droits inaliénables. Et donc, oui, il n'en demeure pas moins. Donc, ce que je dis, c'est, par exemple, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations. Je suis député, j'ai besoin de certain nombre Ne transformons pas l'Assemblée nationale. Non, le directeur général de l'Assemblée nationale a parfaitement le droit de diligenter des missions d'audit et de contrôle, ainsi de suite. Mais il faut tout faire pour ne pas, disons, s'immiscer quelque peu ou bien saper un peu le fonctionnement de l'exécutif. Donc je pense, de toute façon, on va voir dans quelques mois comment ça va se faire, mais je reste convaincu. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant du point de vue de l'Assemblée nationale, c'est peut-être interroger quelques choix du gouvernement. Je prends le cas précis de l'exemple de la Sonacop, qui est un peu un cas clivant, où, disons, on va plutôt vers, en griffe, on va dire, il y a des options sur la table, une liquidation, une scission de l'entreprise, il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que ce sont des cas où l'Assemblée nationale peut dire, pas entrer dans un conflit ouvert avec le gouvernement, mais interroger le gouvernement sur ses choix. Dans quelle direction vous allez très concrètement par rapport à cette entreprise, et peut-être là au besoin avoir les comptes de l'entreprise sur 5 ans, 10 ans pour apprécier la gestion de cette entreprise et peut-être proposer autre chose au gouvernement. Voilà, je pense que ça peut être ces pistes, mais se lancer dans l'interpellation, spectacle, ainsi de suite, ce serait bien parce que ça va contenter les téléspectateurs, tout le monde, les députés travaillent, mais au final, on aura très peu de résultats. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui parce que je me dis qu'en réalité, qu'on doit pouvoir interpeller quelqu'un qui a eu une petite parcelle de pouvoir et qui a géré un fonds public. Il doit nous rendre compte, si c'est flou, il doit nous rendre compte. Et ce compte rendu dont je parle, s'il doit être fait à l'Assemblée nationale, c'est que ce compte rendu est fait au peuple. Parce que l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple béninois. Et ça, c'est le pouvoir même au Bénin. Le problème au niveau de la gestion de nos sociétés est un problème sérieux. Parce que nous avons des sociétés qui offrent des prestations à d'autres sociétés privées. Ces sociétés privées-là vivent normalement, tout va bien, ils font de très bons bénéfices. Prospèrent, hein? Alors que nos sociétés qui offrent ces prestations, les sociétés mères, les sociétés mères ont des difficultés. Bénin Télécom. Un exemple. Bénin Télécom, quand vous comparez Bénin Télécom et Move et MTN, Move et MTN se portent quand même bien. Bon, je ne sais pas, parce que je ne suis pas rentré dans mais Bénin Télécom, actuellement, vous voyez. Donc, c'est quand même un problème. Donc, si
nos députés peuvent jouer ce rôle. Moi, je ne veux pas prendre ça comme le fait que, bon, ils veulent juste faire de la politique politicienne. Il y a aussi quand même... Oui, excusez-moi, j'ai bien envie de terminer pour vous dire que si, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'intéresse, si nous avons des députés qui dorment lorsque on parle d'un sujet en grève technique à l'Assemblée nationale, c'est dangereux, c'est grave, vous voyez. On le voit, hein. On ne peut pas être spécialiste de tout. Oui, non, je suis d'accord. Mais quand vous êtes député, hein, vous avez vous faites accompagner. Vous avez le droit d'avoir des gens. Ils ont des cabinets. Vous avez un petit cabinet avec des experts où vous pouvez même faire appel de façon ponctuelle à un spécialiste pour qu'on puisse convertir en français facile, hein, tout ce qu'on dit là, pour que vous puissiez quand même, une fois à la plénière, que vous puissiez quand même être au parfait il y a le français, vous allez... Le français facile a des limites. C'est important pour qu'on ne se trompe pas. Oui, très rapide. L'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Un directeur général n'est pas du gouvernement. Et là où ça pourrait être... Mais l'article 29... Non, c'est bien écrit. On a parlé, c'est pourquoi précisément je m'intéresse à... On parle entreprise publique et semi-publique. C'est cité parmi... Vous oubliez la phrase tout entière. On dit contrôle financier, c'est précis. On n'a pas dit... On dit contrôle financier. Un contrôle financier, c'est une mission de... On n'a pas dit... On ne dit pas... Dans le contrôle, est-ce que dans le contrôle, on peut faire appel... Non, dans le contrôle... Parce que là où on se trompe, c'est quoi? Vous parlez de Benin Télécom, un directeur. Mais une bonne partie de ce qu'il engage comme responsabilité vient du haut. Donc, de toute façon, quand vous l'employez, vous serez limité dans ce que vous faites. Très bien. Vous permettez, on aurait eu on va dire de réponse à sa préoccupation s'il me laissait parler. En réalité, non. J'insistais sur le débat qui concerne en fait les modalités. Le comment. Est-ce que le contrôle financier se fera? Non. Alors, je disais qu'on n'a pas vraiment à s'éterniser là-dessus parce que de toutes les façons, l'Assemblée nationale s'est décrit comment est-ce que ça va se faire. Mais prioritairement, c'est une enquête parlementaire. Et c'est ce que je rappelais, on n'aura pas le besoin d'avoir des DG qui vont plancher. C'est vrai que c'est un spectacle auquel Roger s'attend. On ne l'aura pas. Je le dis, peut-être que les droits vont nous contredire. Je veux bien voir. C'est plus technique. Le directeur sera convoqué. C'est plus technique. Non, pas convoqué. En fait, quand vous le dites comme ça, ça pourrait... Ça se fait. Ça se fait. Mais pas en plénière. Ça se fait dans les démocraties. C'est-à-dire que la commission, ça s'est déjà fait plusieurs fois. Si vous suivez l'actualité française, ça se fait régulièrement. Quand elle a besoin de comprendre des points précis, on appelle le directeur, on appelle les responsables de l'entreprise. Il y a la commission des finances qui est devant et puis on les cuisine pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais il n'y a pas, l'Assemblée nationale n'a pas de rôle. L'Assemblée fera simplement un rapport, attirera l'opinion publique et au besoin initiera des lois vis-à-vis de cela. Ça s'arrêtera là. Oui, c'est bien. L'autre chose par rapport à la préoccupation de François, qui ne veut pas, on va dire, des initiatives qui vont s'apparenter à de l'action politique spectaculaire, si je reprends, on va dire, ses intentions à mes mots, c'est différent, pas ses mots. Et donc, non, je pense que pour qui connaît ce qui attend, et ça on l'avait rappelé, pour qui connaît ce qui attend ce Parlement, et quand même les éléments qui le composent, ce Parlement-là, on peut être sûr qu'il n'y aura pas de spectacle. Non seulement qu'ils n'en auront pas le temps, mais aussi le régime pour qui il y a, on va dire, une certaine symbiose, n'est pas aussi dans une dynamique de spectacle. Ça, c'est 2 éléments. L'autre élément, c'est quand même le agenda. Franchement, on a des garanties que s'il n'y a vraiment pas nécessité d'aller à une enquête, on ne l'aura pas. Et que même s'il y a une enquête, le côté plutôt bling-bling spectaculaire va être épargné au peuple, quoi. Donc, il y a à être à se rassurer. De toute façon, tout le monde est unanime sur le fait que c'est une bonne initiative. Je vous transmets, chers députés, moi, mon vœu, c'est de plancher. Et surtout, informez-moi que je sois là-bas. Voilà, on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est bien la problématique de la gestion
de l'éclairage public. Vous savez que le développement de nos villes et campagnes également se repose sur... on parlait de l'énergie, on en a parlé lors de la journée mondiale de l'énergie, mais l'éclairage public, c'est... Vous savez, moi, j'ai été offusqué il y a quelques années. Il y a quelques années, heureusement que ça a été réglé. Quand vous empruntez la voie Cotonou-Porto Novo, arrivez à un coin, vous constatez que sur toute la route, vous constatiez. C'est important. Et c'est important à préciser. Ah oui, vous constatiez qu'il n'y avait pas vraiment l'éclairage public qui était absent. Franchement. Et donc, c'est une problématique. Effectivement, le 24 octobre dernier, il y a une table ronde qui a été organisée à cet effet. Et donc, les motifs, la motivation était bien pertinente, tu l'as, Richard Lavoie. Oui. Donc, je pense que cette initiative du ministre de l'Énergie est également à saluer. Parce que lorsqu'il y a un problème et que déjà on regroupe les acteurs pour en discuter, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Peut-être que quand je vais prendre la parole, je vais rentrer un peu dans tout ce que je trouve comme dysfonctionnement et tout ce qui ne va pas. Dans le fond, vraiment dans le fond. Mais effectivement, les acteurs savent que... Mais ils se réservent de me laisser parler d'abord avant de rentrer dans le fond du dossier. J'ai vu vraiment des choses, en parlant d'éclairage public, j'ai vu vraiment des choses qu'il faut que je dénonce ici, puisqu'on en parle. Bon, pas dénoncer, il faut en parler. Bon, ce n'est pas la même chose. Ok, je suis d'accord. J'en parle. Est-ce que vous attendiez que l'Assemblée nationale interpelle les concernés? Non, je pense que c'est comme si on n'a pas changé en réalité de sujet. Parce que, au-delà de tout, au-delà des aspects pour le compte de qui on met ces lampadaires-là, qui règlent la facture et autres, mais il y a déjà, on a un problème sérieux qui doit être géré par une entreprise qui a des soucis sérieux. C'est au-delà de tout, c'est ça, parce qu'on revient là à une entreprise publique là. Oui, voilà. On est dans le même problème, donc je pense que le problème est là. Bon, pas vraiment, parce que les acteurs qui interviennent tout de même, que ce soit la société béninoise, tout à fait. D'énergie électrique. La gestion de l'éclairage public semble ou devrait être partagée, par exemple. Mais là, de tout, la SB2E et les communes, par exemple. Non, écoutez, là, je pense qu'aujourd'hui, il faut défendre la SB2E. La SB2E fournit un service. C'est aussi simple que ça. Ceux qui sont en charge, en fait c'est un vieux serpent de mer, cette histoire. Et c'est bien, c'est très bienvenu que le ministre ait initié une bonne fois pour toutes une table ronde pour pouvoir, disons, mieux organiser la gestion de cet aspect important de la cité. Il y a toujours une guéguerre entre l'administration centrale et les mairies, parce qu'il est convenu que la gestion de l'éclairage public dans la plus grande partie du territoire, sauf pour, je pense, certaines institutions étatiques ou certaines parties du territoire, en grande majorité, ce sont les mairies, les collectivités locales qui sont en charge de la gestion de ce pan de l'éclairage public. Maintenant, les mairies, eux, se drapent souvent dans leur manque de ressources. C'est-à-dire que parfois, il y a, et là on rentre dans la problématique de la décentralisation, parce qu'il y a des ressources parfois qui devaient être rétrocédées transférées aux mairies, qui ne le sont pas souvent, ou parfois qui le sont très en retard. Et la SB2E est une entreprise qui doit gérer sa facturation, comme vous savez, déjà elle a traîné des dettes, le recouvrement des créances auprès des citoyens. Je pense qu'ils ont beaucoup progressé à ce niveau, mais elle ne va pas gérer et le recouvrement des citoyens et le recouvrement au niveau des collectivités locales. C'est beaucoup de choses à gérer. Donc si les collectivités locales, là on est dans du service factuel, on peut dire non, c'est public, ça appartient à tout le monde, mais si on va dans cette direction-là, il ne faut pas s'en plaindre après que l'entreprise soit déficitaire, soit mal gérée, tous les problèmes. Il faut que chacun assume son rôle. Donc le premier nœud, c'est au niveau de la gestion, au niveau des compensations, des enveloppes qui sont allouées à la gestion, au niveau de la compensation qu'il devrait avoir au niveau, dans la relation entre administration centrale et collectivité locale. Ensuite, les citoyens devraient être conscients d'une chose.
au-delà des compensations qu'il y a entre l'administration centrale et les collectivités locales, il y a les impôts locaux à lever. C'est un peu trop facile de dire, il n'y a pas d'électricité. Non, non. Il y a les impôts locaux. Oui, mais la question que je pose... C'est une responsabilité citoyenne. Donc aujourd'hui, il faut mettre tout ça sur la table. Après, il y a des questions de sécurité publique où, par à coup, l'État est obligé, l'État l'a dit, a fait plusieurs fois, de prendre la chose à son compte et d'y mettre les moyens pour permettre à la SB2E de déployer des solutions temporaires. Je voudrais bien vous lire ce que Luc Atropo, qui est le président tout de même de l'Association nationale des communes du Bénin, ce qu'il disait à cette table ronde, ou du moins à l'ouverture, et il disait que c'était important de présenter l'état des lieux en ce qui concerne l'éclairage public par les collectivités locales décentralisées. Il estime que le domaine de l'éclairage public a été transféré aux communes depuis l'avènement donc de la décentralisation, mais le bilan, après une quinzaine d'années d'expérience, c'est que les communes manquent de ressources et quand il s'agit d'un dysfonctionnement, on appelle les mairies. Voilà, d'ailleurs, je pense que j'ai écouté un acteur effectivement on va dire de ce niveau de gouvernance là qui disait que le jeu entre les collectivités locales et l'État central, c'est un jeu qui consiste à, quand c'est des problèmes qu'il faut transférer, ça se fait c'est-à-dire sur le champ, mais quand ce sont des solutions à transférer et que l'État en fait traînait. Donc c'est un débat, une guéguerre qui a toujours opposé, on va dire, les deux entités, les deux niveaux de gouvernance. Ça va se régler et ça se règle par des occasions comme celle-là où les vérités sont mises sur la table et on va dire discuter quoi à cœur ouvert. Donc je pense que quand je parlais de soucis, de sérieux soucis de la SB2E, ce n'est pas forcément de la responsabilité des dirigeants de la SBE ou bien de la SBE elle-même. De toutes les façons, c'est qu'il y a effectivement des domaines pas nettement déblayés qui posent problème, comme celui-là, effectivement. Au-delà de tout, il y a un autre élément. C'est maintenant, c'est moins, ça ne se constate pas, mais il fut des temps où vous voyez quand même ces lampadaires-là être spectaculairement implantés. Implantés. Implantés, oui. Les caméras à l'appui, ce ne sont pas les maires qui le font. C'était le pouvoir central. Et ça, en fait, vous donnez des charges aux collectivités locales, parfois, sans qu'elles ne soient préparées. Ça, il ne faut pas aussi... Qu'elles ne peuvent pas assumer. Qu'elles ne peuvent même pas assumer. Parce que déjà, elles n'arrivent pas à entretenir l'existant. Elles n'ont même pas programmé ça. Elles n'entretenaient pas... d'en parler. Elles n'entretenaient pas l'existant. Donc, je pense qu'il y a eu collusion au niveau surtout de... Vous savez, le premier problème, c'est qu'il faut conscientiser la population. Déjà. Oui, il faut commencer par conscientiser. Parce que en réalité, je sais qu'il y avait un philosophe, je pense que c'est Diogène, qui avait allumé une lampe le jour, qui avait dit qu'il cherchait l'homme. Vous voyez des lampadaires allumé en plein jour, ça arrive régulièrement. Ça, c'est la population ou c'est... Non, c'est ce que je dis. Si devant votre portail, c'est allumé, régulièrement vous voyez que le lampadaire est allumé jusqu'à midi, hein, pour vous déplacer, pour aller voir les gens de la SBE, pour dire, puisqu'ils viennent tout le temps déposer la facture et prendre l'argent. Tout le temps. Il suffit que vous arrêtez aujourd'hui de payer 2 factures, ou même une facture, on viendra vous couper. Hein. Donc, il faut les informer, vous dire, qui éteint ou qui allume. Parce qu'après, il y a une grosse facture qu'il faut payer. Que ce soit par la commune, la collectivité locale, ou je ne sais pas qui paye, mais c'est déjà un problème. Oui, sans vouloir vous couper, c'est pourquoi c'est peut-être mieux d'aller directement au service technique de la mairie pour leur signaler. De toute façon, après la facture, c'est eux qui... Voilà, ouais, donc ça c'est déjà un engagement citoyen qu'on peut... Hein, il faut attirer l'attention des Béninois sur ça. C'est banal tout de même. Très banal, hein. Vous voyez que le lampadaire sur 2-3 jours, c'est toujours été en midi. Vous allez juste voir les gens. Il y a un problème, s'il vous plaît. Essayez d'éteindre ça. Le deuxième problème que j'ai... C'est plus facile quand
ce n'est pas allumé du tout d'aller tout de même à la mairie pour le dire. Oui, tout le temps, les gens grouillent pour dire que le lampadaire ne s'est plus allumé depuis 2 mois ou 3 mois. Mais lorsque ça s'allume exagérément, au lieu de prendre quand même le temps pour dire que ça c'est... Il y a un second problème que moi j'ai vu. Et supposons, je l'ai bien entendu une fois, ce lampadaire que vous voyez là, j'ai fait la demande et c'est venu. C'est devant mon portail. Ça aussi. Non, il y a aussi que des gens vont demander et des fois même on place ça sur leur consommation. Des fois, des fois on place ça sur leur consommation parce qu'ils ont demandé, parce que leur zone, on en a parlé tout à l'heure, des problèmes de sécurité, tout ça. Mais il y a encore un second problème, c'est les lampadaires solaires qui sont de plus en plus implantés dans nos... Mais quand vous allez à l'intérieur du pays, bon, déjà, à Boycon, ça se voit clairement que les gens coupent ces lampadaires-là, volent les panneaux solaires, volent la batterie, et vous voyez sur tout un tronçon des centaines de lampadaires qui sont sciés. Et là, c'est de la responsabilité de qui? Non, ça, c'est la collectivité locale. Du citoyen. Est-ce que la citoyenne d'abord, oui, mais j'ai attaqué le citoyen au début. Est-ce que les collectivités locales, vous n'avez pas besoin d'aller à est-ce que les collectivités locales disposent des moyens? On en demande trop déjà à l'État. Vous voyez, même les collectivités, l'État déjà ne peut pas arriver à le faire. Est-ce que les collectivités on ne peut pas mettre un policier derrière chaque lampadaire. Cette situation existait déjà même avant les lampadaires solaires. Parce qu'il y avait une dizaine d'années où même les poteaux électriques on venait scier parce que ça se vendait, comment on appelle, c'était l'aluminium, le cuivre, voilà, ou ce qui faisait que les fils on désossait, il y avait c'était du grand banditisme où il y avait toute une filière et on faisait, je pense qu'avec l'aide de la police nationale d'antan, on a pu résorber un peu le phénomène. Le même phénomène reprend avec ce dont vous parlez, tout ça. Donc je pense déjà c'est la déjà ce qu'il faut souligner, c'est d'abord de la responsabilité des citoyens de veiller sur ces installations publiques déjà, de les dénoncer et de faire une veille là-dessus. Parce que on ne peut pas, l'État ne peut pas mettre un policier derrière chaque lampadaire. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et je me rappelle d'un élément que j'ai vu une fois à la télé, où les services de la mairie d'Abomey-Calavi disent, un lampadaire qui est saboté, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il faut, le coût pour remettre ça sur pied. Parce que on voit le lampadaire debout, mais on ne voit pas tout le circuit électrique qu'il faut remettre en place, ainsi de suite. Et souvent, quand un seul, ça c'est des problèmes je pense, des problèmes plus techniques, qui disaient qu'il suffit qu'un, 2 ou 3 lampadaires se mettent en panne ou soit désossés, qu'il faut, c'est toute une ligne qu'il faut revoir, c'est tout un agencement. Donc il y a des problèmes qu'on souvent en série. En série, on semble voir banal, mais c'est de la délinquance, hein, on va dire, c'est de la délinquance urbaine, et ça c'est un problème qui échoue aux citoyens déjà, parce que quand je résume notre discussion de ce soir sur ce sujet-là, je pourrais dire que quand il s'agit de mettre à disposition l'éclairage public aux citoyens, il faut la SV2E. Quand il s'agit de gérer les problèmes, c'est les communes. Est-ce que c'est comme ça que je récapitule? Non, je pense qu'au niveau de la gestion des problèmes qui se posent, il y a plusieurs niveaux. Déjà, pour le cas, par exemple, du naturel, du solaire, là, même la responsabilité individuelle est engagée. Parce que, n'oubliez pas, avant, les appareils étaient conçus de sorte que les batteries étaient en bas. Mais ils ont même... le banditisme, comme on l'a dit, a obligé même les concepteurs à changer la batterie. Elle est en haut. Et pourtant, on scie pour terrasser la chose et s'emparer donc du butin. Donc, je pense que les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Au niveau déjà de l'État central, la planification, comme je l'ai dit, on a vu des spectacles par le passé où vous sentez qu'on amène des choses à des niveaux donnés où
les communes n'ont vraiment pas les moyens de gérer. Donc, effectivement, à ce niveau-là, vous voyez, la responsabilité de l'État au niveau de la planification et de la gestion est engagée. Au niveau des collectivités locales, il y a quand même un certain nombre de suivis, peut-être de gestion collégiale avec l'État qui a à être engagé intelligemment. Au-delà aussi de ça, peut-être un travail vraiment un peu plus, on va dire, en intelligence avec la SB2E. Maintenant, de tout ça, la responsabilité individuelle est toujours sur toute la ligne. Parce que l'autre l'avait dit, les lampadaires allumés à midi sur tout un quartier, on peut aider les communes et aussi la SB2E en attirant les amis, je ne sais pas si vous avez entre-temps regardé votre montre. Il paraît que nous avons dépassé le temps. Et il faut qu'on dise à nos téléspectateurs qu'on leur donne rendez-vous demain. Exactement. C'est bien cela. Merci beaucoup, Ulrich Chalabon, entrepreneur, diplômé de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. François, oui, bon, il faut le dire. On résume ça. On résume. Voilà, François Xavier Noumon, chroniqueur économie, diplômé d'une université du Maroc. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas fait de longues études. Latif Ouboni, journaliste. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis.